Alors Arlette Gauthier et Yvonne Guichard-Clodic, vous êtes toutes les deux sociologues et vous vous êtes intéressées à la thématique des femmes bretonnes dans cet ouvrage Bretonne. Pourquoi ce sujet des femmes? Arlette, Yvonne, qui veut répondre? Le sujet des femmes, Arlette comme moi, on travaille d'une façon générale sur les questions de genre et aussi sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Donc se poser la question des Bretonnes en général, ça rentrait un peu déjà dans votre thématique de travail. Voilà. Hein. Et c'était une matière à travail, la femme bretonne. Moi, je suis arrivée à Brest il y a 9 ans et c'est vrai que finalement, j'ai été assez surprise de voir qu'il n'y avait pas de livre. Il y a un très beau livre sur la question, sur l'histoire des femmes en Bretagne, mais qui était épuisé, et puis qui est moins contemporain, si on peut dire, même s'il y a des parties contemporaines que le nôtre. Et donc, du coup, on a eu envie, en fait, de travailler dessus. Hein. Alors, avec la rédaction, on a sélectionné plusieurs femmes, figures bretonnes. Vous nous expliquez un petit peu ce qu'elles peuvent représenter dans la construction féminine bretonne, si elles représentent bien les femmes bretonnes ou pas. Et on va commencer avec une plus célèbre, c'est Bécassine. Qu'est-ce que Bécassine représente ? Est-ce que c'est la bonne image de la Bretonne, finalement? Tout le monde dira que non. Ça a été d'ailleurs dessiné par une patronne qui était aussi directrice d'un magazine féminin et qui s'est un petit peu moquée de ce qu'elle voyait des travers ou comment elle imaginait sa femme, qui est celle qui restait là. Et donc c'est vrai que c'était à une époque où il y avait beaucoup, effectivement, ça dit une vérité quand même. Ça dit quand même une réalité sociologique. Il y a beaucoup de Bretonnes qui étaient obligées de s'expatrier à Nantes, dans les métropoles, et qui, du coup, à l'époque, c'était quand même une époque où souvent elles ne parlaient pas le français. Et donc il y avait peut-être des difficultés dont se moquait effectivement un petit peu ce paysage, cette bande dessinée, qui en même temps, elle a aussi un côté sympathique, quoi, quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est une image repoussoir, malgré tout, quand même. C'est un peu bête. Hein. Autre femme qui, aujourd'hui, a un symbole à travers la Bretagne avec sa coiffe, c'est la bigoudaine, qui est devenue un peu le symbole de la Bretonne. Est-ce qu'elle représente bien cette Bretagne, la bigoudaine? Qu'est-ce qu'elle dit des Bretonnes? Moi, je répondrais peut-être pas à qu'est-ce que dit la bigoudaine, mais est-ce qu'elle représente bien la femme bretonne? Je crois que dans notre livre, justement, on a essayé de... on a essayé de parler ou de faire parler, parce que c'est un ouvrage collectif, sur les femmes bretonnes, mais vraiment dans des facettes extrêmement nombreuses. Mais pourquoi la bigoudaine est devenue ce symbole comme ça? Mais parce que, je dirais pas un peu comme Bécassine, c'est parce que, c'est pas du tout ça, mais c'est la coiffe, en fait. Ouais. Je crois que la coiffe représente la tradition. Même, hein. La femme porte la tradition. C'est souvent ce qui est représenté, effectivement. On dit ça, alors qu'en fait, dans la réalité, les Bretonnes ont souvent été un petit peu à l'avant-garde. Dans un livre assez célèbre, par exemple, on disait que c'était les femmes qui avaient un peu poussé les femmes bretonnes agricultrices qui avaient poussé leurs conjoints à moderniser leurs habitations. Ça, c'est avec la jeunesse agricole catholique dans les années 30 glorieuses. Avoir bénéficié de tout le confort moderne. Donc ça demandait, est-ce qu'il fallait que les maris fassent des investissements importants pour réussir à payer tout ça. Une autre femme d'avant-garde aussi, c'est Joséphine Pencallet, la première femme élue à un conseil la première femme élue à un conseil municipal à Douarnenez. Elle aussi, c'est une figure d'avant-garde qui représente cette Bretonne qui avance. Je sais pas si on peut dire ça. C'est sûr que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue politique, sa position était une position d'avant-garde, puisqu'elle était élue alors que les femmes n'étaient même pas électrices. De voter, ouais. Donc, sa position objective, oui, c'était une position d'avant-garde, mais en même temps, si on lit l'article qui lui est consacré dans l'ouvrage, on verra que c'est un petit peu ambigu, parce que d'un côté, elle est mise en avant et le parti qui la porte la met en avant aussi, mais au bout du compte, quand elle
quand l'élection sera considérée comme non valable et puis que finalement il faudra la remplacer, finalement elle retombe dans l'ombre et puis au bout du compte on n'en parle plus très rapidement. C'est un peu le paradoxe d'une idée qui est très générale, c'est le matriarcat breton. Finalement on met en avant les femmes mais ça masque des inégalités qui sont bien réelles. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce matriarcat breton, en quoi il est représentatif, enfin qu'est-ce qu'il dit, cette idée? C'est une idée qui a été lancée par des psychosociologues qui notamment se sont servis de dessins d'enfants où les enfants bretons, à la différence des enfants français, ils représentent les mères comme énormes et les pères comme tout petits. Et ça représente peut-être une certaine réalité au niveau du fonctionnement familial, ou peut-être que le père est peut-être moins présent. Donc il existe ce matriarcat breton? Mais ça ne veut pas dire du tout dire le matriarcat. Le fait que vous fassiez tout à la maison, vous soyez très présente et tout ça, c'est pas tellement un signe de matriarcat. C'est plutôt l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai travaillé sur les femmes de marins, donc on dit tout le temps les femmes de marins sont des matriarches et tout ça. Alors, c'est sûr qu'elles ont, comme tu dis Arlette, énormément de responsabilités domestiques, etc. Mais en même temps, là aussi, c'est une image qui ne plaît pas du tout aux jeunes générations parce que finalement, on n'est pas aujourd'hui dans l'idée que le pouvoir domestique, c'est le pouvoir à prendre. On est plutôt dans l'idée que finalement, justement, ces questions domestiques, il faudrait peut-être les partager. La langue bretonne est en pleine sauvegarde. Et c'est une langue dite maternelle. Est-ce que les femmes jouent un rôle dans la sauvegarde du patrimoine et de la culture ici en Bretagne? Est-ce que c'est elles qui portent ces valeurs-là et qui aident à... Alors là, il y a un article de Catherine Adam et de Gaëlle Violot sur la question qui ont montré que ça a été très paradoxal parce que les femmes ont été les premières finalement à abandonner la langue bretonne. D'accord. Et puis après, par contre, là en ce moment, ce sont souvent elles qui vont... Mais en même temps, c'est assez compliqué. Il y a vraiment beaucoup de négociations dans le couple et tout ça. Et elles vont souvent, en fait, trouver que c'est bien de mettre l'enfant, par exemple, à Diwan ou à maintenir, parce que c'est aussi une façon d'apprendre une langue étrangère et que ça rendra plus facile après d'autres acquisitions. Hein. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau pour nous parler de cet ouvrage Bretonne, point d'interrogation.